Eh ben bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de voir autant de têtes. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, même s'il y avait pas mal d'inscrits sur le Meetup. Bienvenue au Meetup DMCA 32, si ce n'est pas une erreur, je crois que c'est le 32 ce mois-ci. Et donc moi je vais vous parler un peu des opportunités de vivre de la création de jeux vidéo mobiles, en tant qu'indé particulièrement. Et on va voir ça du coup ensemble. Mais avant ça, je vais vous montrer une petite vidéo de quelques-uns de nos concepts, si ça veut bien marcher. Yes. Je ne sais pas s'il y a du son par contre avec. Non. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah, peut-être. Ah, c'est contrasté l'écran. Donc on a fait un peu de tout type de jeu, hein, majoritairement mobile. On n'a jamais fait de jeu ailleurs, pas de PC, pas de console. Ah, les couleurs sont violentes. Bon, sur un iPhone, ça ne rend pas comme ça. Mais voilà, donc des petits jeux mobiles très simples, marché hyper casual game pour la majorité des jeux. Pour une partie, on allait sur du mid-core, du hardcore, mais très dangereux sur mobile, pour mon avis perso. Et c'est ce que je vais aborder un petit peu aujourd'hui. Du coup, pour ma part, je m'appelle Charles Gauthier. Je suis fondateur et président, je vais aller un peu vite, du studio Earthbox Games. On est basé à Cannes-la-Boca. On fait des jeux depuis à peu près 3 ans maintenant. On va fêter nos 3 ans au mois de mai. Voilà pour ça. Et sinon, au niveau de nos actualités, pour faire vite, on est présent un peu sur pas mal de réseaux avec la boîte. Et moi, de mon côté, personnellement, en tant que président de la startup, je coach un peu des créateurs de jeux indépendants qui veulent vraiment vivre de cette activité. Et donc, je suis aussi présent sur certains réseaux, en particulier sur Insta et sur YouTube. Bonjour. Pas de souci. Allez-y, installez-vous. Du coup, est-ce que je m'adresse souvent aux créateurs indépendants en leur parlant souvent de leur vie de salarié ou des choses comme ça, parce que beaucoup veulent quitter les contraintes du salariat. Donc, il y en a beaucoup qui veulent créer des jeux vidéo pour vivre, ils veulent faire vivre leur créativité. Ils avaient choisi un boulot avant qui n'était pas lié à ça pour se nourrir, et aujourd'hui, ils ont envie de changer. Ils ont aussi envie de travailler où ils veulent dans le monde, juste avec un ordi et une connexion Internet. Je ne sais pas si vous, ça vous tenterait. Moi, ça me parle bien. Ils ne veulent plus faire du 9h-17h ou un peu plus quand on est cadre et avoir du coup pas d'horaire fixe et faire un peu ce qu'ils veulent. On peut travailler que 10 heures par semaine en faisant des jeux, mais on peut aussi en faire 90, il n'y a pas de problème. Et surtout, bosser pour eux, pour leurs rêves, pour leur création, leur bébé. Moi, c'est ce qui m'a donné envie d'aller dans cette industrie. Je ne suis pas développeur de formation, mais je vais y venir juste après. Et surtout, bosser pour mes envies, mes projets, quoi. Donc, ne plus bosser pour un patron. Et ne plus être rémunéré contre un taux horaire. Ça peut être pas mal aussi parfois. Alors si c'est très bas, ça fait mal, mais si on peut avoir des revenus un peu plus grands, pardon, je peux faire de bêtises, non, il ne tient plus. Allez hop. Ça peut être pas mal. Donc ça parle à beaucoup de créateurs ou à de salariés qui veulent faire de la création en indépendant. Et je vais vous parler un petit peu des possibilités qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des portes A, B, C, D, mais il n'y en a pas 36 000 qui fonctionnent aujourd'hui en tout cas. Et pour quelles raisons il y a plus de 36 000 possibilités qui fonctionnent aujourd'hui? C'est tout simplement parce qu'il y a eu des gros changements en 10 ans. L'industrie, elle existe depuis 2009. Et vers 2013, 14, 15, il y a eu beaucoup de changements sur les algos de recherche de ces stores, de l'App Store ou du Play Store. Et en 2016, tout a changé. Et là, l'industrie a pivoté. Grâce ou à cause de ces changements, ça ouvre des opportunités, ça en ferme d'autres. Donc je vais vous parler vite fait des changements. Je vais aller un peu plus vite que mes slides, du coup, désolé. Donc ce qui fonctionnait il y a quelques temps ne fonctionne plus aujourd'hui. Ce qui fonctionne aujourd'hui, il fonctionnera peut-être plus demain. Il faut être en permanente agilité et être conscient des évolutions, donc être attentif au marché, en particulier sur le référencement. Il y a l'ASO, c'est le référencement des applications mobiles. Je pense que ça doit parler à pas mal de monde. Par contre, analogie avec le SEO, c'est un peu la même chose, mais le SEO fonctionne toujours plus ou moins bien, même s'il y a beaucoup de trafic payant qui marche aujourd'hui. Sur mobile, c'est pareil. Le ISO est plus un bonus aujourd'hui. Il est plus trop performant. Il est peut-être même mort, on pourrait dire ça. Et du coup, qu'est-ce que ça a entraîné comme changement? La recherche est devenue diluée. Il y a énormément de jeux qui sont mis en ligne tous les jours sur iOS en particulier. Je ne vais pas m'intéresser à Google Play, ce n'est pas le marché qu'on analyse. Si on veut faire de l'argent sur les jeux mobiles, on s'intéresse au marché iOS dans un premier temps. Enfin, en tout cas, c'est ma stratégie et celle de beaucoup. Et donc, vu qu'il y avait de plus en plus de jeux mis en ligne, pour un même mot-clé, pour une même recherche, on avait beaucoup plus de résultats. Difficile d'être dans le top résultat quand il y a pas mal de concurrence, quand on se lance. Donc, difficile d'être visible et de vivre de son activité. Deuxième chose, Apple a fait évoluer son algo et a fait évoluer également quelques features dans leur App Store, justement, sur mobile. Et ils ont mis un onglet tendance actuelle. Donc, les gens n'avaient plus besoin forcément de rechercher un mot-clé pour trouver une idée de jeu. Il y avait déjà 10 propositions et en général, les gens cliquent. Ça fait déjà une conversion en moins. Donc, on perd encore de la visibilité.
Troisième changement qu'il y a eu aussi dans les dernières années, l'ajout des publicités. Apple avait un marché gigantesque qui ne monétisait pas encore, enfin, ou pas via les jeux et via les applis, oui, mais pas dans le store directement. Et dans les pages de store, maintenant, on voit des pubs qui se glissent tout en haut. Du coup, ça va faire descendre les résultats et on est encore moins visible sur un mobile. Ça demande à l'utilisateur de scroller un peu plus. Donc encore plus difficile d'être visible quand on est indé. Quatrième gros changement qui nous a impacté aussi, les stores, voulant faire plus d'argent, ont mis en avant beaucoup plus les applications mainstream. Donc les gros Cador, les Candy Crush, les Clash of Clans et tous ceux qu'on connaît le plus, quoi. Et donc pour un petit indé qui se lance, c'était plus difficile d'aller taquiner les top 1, top 2, top 3 sur un mot-clé. Et cinquième changement et des derniers, ils ont changé les affichages sur les résultats de recherche en passant de 5 résultats visibles sans avoir besoin de scroller à 1,5. Ça a encore changé depuis, mais du coup, forcément, les joueurs descendent moins longtemps et ils sont feignants comme nous tous, hein, on fait tous pareil, et on clique sur les premiers, quoi. Donc encore plus dur d'en vivre. Mais bon, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ces gros changements ont fait évoluer l'industrie. Ils nous ont touchés, nous tous, créateurs de jeux indépendants et même créateurs d'apps. Peut-être que vous aussi qui créez des apps, pas des jeux, ça vous a impacté. Mais bon, ce n'est pas forcément quelque chose de dangereux et de grave pour nous, parce que ça va quand même nous permettre de vivre de notre passion. Je vais vous expliquer comment. Alors, au début, c'était une bonne méthode. Tout le monde faisait ça. C'est plus devenu une bonne méthode, on l'a vu avec les 5 gros changements. Au début, c'était une bonne méthode parce qu'il y avait peu de concurrence. Maintenant, beaucoup de concurrence, peu de visibilité. Plus compliqué. Donc, la bonne technique qu'il y avait par le passé, on n'en parle plus. Et ça, je l'ai compris aussi en discutant avec des gens qui ont réussi sur cette industrie vraiment. Moi, je démarrais, c'était naissant, je ne voulais pas me planter, j'ai validé un peu cette théorie. Et plus personne ne l'utilise aujourd'hui. Donc, ça l'a validé. En discutant avec des bons créateurs qui ont réussi, plutôt américains que français, même si je discute avec des Français maintenant, et beaucoup d'éditeurs, ils ne l'utilisent plus, tout simplement parce que ça n'a plus le même impact qu'avant, c'est pas ça qui leur fait gagner leur vie. C'est plutôt un bonus pour eux, ils vont s'en servir pour gonfler, gagner 5%, 3% de téléchargement par-ci, par-là, mais pas plus. Donc voilà, bilan de cette partie, l'ISO ou les recherches, les évolutions des algorithmes ont diminué la visibilité des apps surtout, ou des jeux pour les créateurs indépendants, mais il n'y a rien d'inquiétant. Pourquoi il n'y a rien d'inquiétant? Parce qu'on a plein d'exemples dans d'autres industries de l'entertainment, du divertissement, qui sont passés par là. Donc on peut aussi anticiper des choses, même si ça va beaucoup plus vite sur mobile. Alors pour quelles raisons? On a vu la même chose dans les livres, je ne sais pas si j'y suis, dans les livres, dans le cinéma, dans la musique, et également dans les jeux PC ou consoles. C'est arrivé partout. Toutes ces industries ont gagné en maturité sur une échelle de temps plus longue que le jeu vidéo mobile, mais elles ont gagné en maturité. Et comment vivent les créateurs de musique, de films, de jeux PC, consoles, les écrivains, les romanciers, ils font comment aujourd'hui? Il y en a très peu, c'est très rare, ça arrive, il y a des petites pépites qui arrivent à se lancer en indépendant, mais la plupart, ils passent par des maisons d'édition, que ce soit pour la musique, les livres, les jeux, on en connaît tous. Il y a quelques exemples ici, hein, bon, de toutes les industries mélangées, mais vous les connaissez. Et bien, sur mobile, on a eu la même chose. Et ça allait beaucoup plus vite, vu que l'industrie a que 10 ans. En gros, aujourd'hui, si on analyse les stores, si on regarde les top 50, même sur Google Play, hein, c'est un peu moins vrai, mais sur iOS, c'est entièrement vrai, les meilleurs jeux, dans 95% des cas, ils sortent de grands noms. De Supercell, de Ketchup, de Vodou, de Lion Studio. Tous ces noms-là, surtout à part les Gameloft, je ne les ai pas mis d'ailleurs, tous ceux-là, à part Supercell et King, sont des éditeurs pour de l'hyper casual game. C'est la tendance du moment. Donc c'est aussi pour ça que je les ai mis, mais il y a aussi les gros que vous connaissez. Donc ça a pris du temps, en réalité peu de temps pour l'industrie du jeu vidéo mobile, mais on a gagné la même maturité et aujourd'hui on fonctionne de la même manière que pour les autres industries. Donc ceux qui réussissent le plus s'intéressent à l'édition. Du coup, ouais, on a gagné en maturité, c'est devenu difficile de se rendre visible, mais bon, il y a aussi un avantage à ça. C'est qu'il y a plus d'éditeurs. Les éditeurs, ils ont des moyens différents de nous, des forces, des compétences différentes de nous, et eux, ils sont à la recherche de bons jeux. Et nous, créateurs de jeux, qu'est-ce qu'on rêve de faire? Des bons jeux, plus que du marketing, plus que de la com ou de la promotion. Donc finalement, c'est peut-être pas mal. Il faut peut-être regarder le côté positif de cette évolution de l'industrie. Donc voilà, moi je considère que c'est plutôt aujourd'hui une opportunité, c'est pour ça que je vais vous parler des opportunités de vivre de la création avec l'édition en particulier, parce que l'industrie a évolué vers une phase de l'édition.
Petit rappel historique, 2009, apparition un peu de l'App Store, du Play Store qui s'appelait l'Android Store, je crois, à l'époque. Et là, c'était assez simple, entre guillemets, d'être visible vu qu'il n'y avait pas de concurrence. On faisait un bon jeu, une bonne app, et ça pouvait assez vite devenir viral. C'était la nouveauté, tout le monde en parlait, on était vite mis en avant dans tel ou tel magazine. Donc c'était un peu la voie facile. Mais bon, il y a eu de plus en plus de jeux. C'est là que le marché un peu payant a commencé à faire son apparition. Et beaucoup de jeux fonctionnaient très bien en 2011, 2012 sur le système payant. Est-ce qu'on voit encore beaucoup de jeux payants aujourd'hui? Pratiquement plus, c'est fini cette phase. Et ça n'a pas duré très longtemps. En 2013, c'est l'ISO, ce que je parlais en début de présentation, donc le référencement, le SEO mobile pour les apps, qui a pris le dessus. Et moi, j'avais basé mes analyses pour créer ma boîte là-dessus. Et puis je l'ai lancé en 2015 ou 2016, dans ces eaux-là. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Comme je vous l'ai dit en début de présentation, en 2016, ça a switché, ça a pivoté, les éditeurs ont pris la mainmise sur le marché, et donc depuis, on est dans la phase d'édition. La suite, je ne sais pas, on verra bien. Mais pour le moment, l'édition a l'air de prendre vraiment le dessus. Enfin, de se confirmer complètement. Et du coup, cette phase d'édition, justement, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est un danger? Bon, vous l'aurez compris, si je suis là, c'est plus pour vous parler d'opportunité. Mais moi, je considère que c'est une erreur de penser que ça puisse être néfaste. Il y a, un développeur de jeux sur 2 que je croise qui en a peur. Et je me suis toujours demandé pourquoi. Je pense que c'est des croyances limitantes, des peurs profondes. Il n'arrive pas à avoir le côté opportunité et le côté je me fais plaisir. Donc, c'est dommage, mais je vais essayer de vous présenter ça en tout cas. Pour moi, c'est une très belle opportunité. C'est une très belle opportunité que le marché nous offre en nous permettant, nous créateurs, de nous concentrer sur ce qu'on aime. On peut concentrer nos efforts sur la création, sur l'analyse des jeux, des concepts qu'on veut créer, et on ne va pas s'intéresser de plus que ça au marketing, à la promotion, à devoir lever des fonds pour avoir un budget marketing de dingue. Et donc, on peut aussi minimiser nos risques financiers, on peut augmenter nos retours sur investissement potentiels parce qu'en se concentrant sur la création, on devient meilleur à la création, donc on peut en faire plus sur un même temps donné. Donc finalement, il y a pas mal de choses sympathiques, moi, je trouve, là-dedans. J'ai manqué un truc, non? Bon, je pense pas. Pardon. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il doit me manquer une slide. Bon, je vais passer à la suite. Comment fonctionne l'édition? C'est cette slide-là qui manquait. L'édition, en fait, c'est une relation entre un éditeur et un créateur. Et l'éditeur, lui, il va se charger de toute la partie qu'on ne veut pas, qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'affectionne pas trop. Ou alors, il faudrait recruter d'autres personnes. Donc, il va s'occuper du marketing, de la promotion, de la communication, des analyses pour cibler les bonnes personnes et minimiser les coûts d'acquisition, générer plus de bénéfices. Bref, c'est leur partie du boulot et ils sont en général bons là-dedans. Pas tous, mais ils sont en général bons là-dedans. Et lui, son but, c'est de vendre au mieux votre création. Vendre relativement, vu que c'est un jeu gratuit, mais le présenter à la cible la plus pertinente pour générer le plus de chiffre d'affaires dessus et générer les meilleurs bénéfices. Donc c'est ça leur force. Moi, au début, quand je me suis lancé, j'étais pas très familier avec ce genre de sujet et c'était un peu flippant. Depuis, je me suis un petit peu formé. Et du coup, peut-être que certains se posent la question, comment fonctionne l'édition, comment fonctionnent les contrats d'édition? Je vais vous en glisser 2 mots. Et vous allez comprendre pourquoi ça peut être aussi très intéressant, de manière lucrative, pour un créateur de jeu. En gros, l'édition, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est là une relation entre 2 parties. Ça peut être plus, mais en général, c'est 2. Donc, la partie création, production, et la partie plutôt vente, marketing. L'éditeur, lui, évidemment, s'occupe plutôt de la partie marketing et nous de la partie création. Donc, c'est aussi un contrat. Juridiquement, il y a un contrat entre les deux qui lie les parties sur une période donnée et qui définit également les règles, la manière dont tout doit fonctionner, quels sont les rôles de chacun. Et en général, la durée est de 24 mois pour 90% des éditeurs. Ça peut varier selon certains contrats. C'est également un partage des droits. Parce que les créateurs ont peur, ils ont peur qu'on leur pique leur idée. Un éditeur ne pique pas l'idée, il devient juste exploitant de l'idée. Donc il a les droits d'exploitation, les droits de propriété restent au créateur de jeu. Donc pas de souci, n'ayez pas peur de vous faire voler votre idée, c'est la vôtre, vous en êtes propriétaire. Vous cédez juste les droits d'exploitation. Donc en gros la promotion et le fait que l'éditeur récupère les revenus et vous en refile une partie. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Oui, l'éditeur se met bien, c'est lui qui prend l'argent d'abord. Hop. Donc chacun sa part du boulot, une partie création, une partie édition. Et chacun prend sa part des bénéfices, ça paraît logique du coup si chacun donne une partie du boulot. Et c'est là du coup que ça peut devenir intéressant. Alors le partage des bénéfices, il va vraiment dépendre d'un éditeur à l'autre. C'est souvent les mêmes, mais pourquoi ça devient intéressant à partir du moment où on partage les bénéfices? Tout simplement parce qu'en solo, on
peut peut-être générer un chiffre d'affaires donné, mais il ne représentera peut-être pas grand-chose si on est tout seul et qu'on n'a pas une grande force de frappe. Donc, on a 100% du gâteau, mais notre gâteau, il n'est pas très grand. Alors que si on est dans l'édition, en général, la plupart des éditeurs font un partage de bénéfices net à 50-50, ça peut varier, aller jusqu'à du 70-30, mais c'est rare. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le gâteau, il peut être gigantesque. Selon les éditeurs, moi j'essaie de travailler avec des éditeurs qui visent que le top 10 US, c'est des dizaines de millions de téléchargements par jeu et des centaines de milliers, voire des millions de revenus. Mais du coup, le gâteau est très grand. Donc même si on prend que 50% de ça, il y a de quoi faire vivre un studio, de recruter, de faire grossir une équipe, et ainsi de suite. Donc c'est là que ça devient intéressant, je trouve. En plus de pouvoir se concentrer sur ce qu'on aime le plus, sans avoir à perdre du temps à apprendre des compétences qu'on ne maîtrise pas. Et surtout quand on n'a pas le budget pour recruter les bonnes personnes pour ça après. Donc c'est une bonne manière pour se lancer quand on est indépendant. Voilà, je vous le disais, moi je trouve que ça très intéressant. Bon, je vais passer la slide parce que finalement en fait j'ai pris les devants. C'est plus ou moins la même chose. Je vais juste m'arrêter sur la dernière. On peut gagner plus d'argent sans en dépenser plus. Une entreprise, elle fait quoi pour gagner plus d'argent? Elle monte son produit à plus de monde, elle paye plus de marketing, elle engage plus d'investissements en espérant les rentabiliser. Ben, en choisissant l'édition, le créateur indépendant n'a pas besoin de sortir d'argent de sa poche pour faire ça. Donc c'est pas mal non plus. Bon, maintenant, il faut réussir à obtenir des contrats d'édition avec les éditeurs. C'est pas simple. Donc bilan, voilà, gain de temps, gain d'expertise également, parce qu'on se focus sur ce qu'on aime et qu'on peut y passer plus de temps. Gain d'argent également, mais combien? C'est là aussi où ça peut peut-être vous intéresser. Alors, ce n'est pas des valeurs exactes, parce que ça dépend complètement d'un jeu à l'autre, mais je vais vous donner un peu une fourchette, un petit graphique, pour vous expliquer combien on peut espérer gagner. Globalement, un jeu qu'on appelle une bombe, c'est un jeu qui fait un espèce de Dirac, et hop, qui retombe en termes de volume de téléchargement. Le premier jour de sortie, ça marche bien, il y a eu un peu de mise en avant, et ça retombe comme un soufflet parce que les joueurs n'affectionnent pas trop le jeu, ils ne restent pas très longtemps dessus, il y a une petite rétention. Donc malheureusement, le jeu ne va pas tenir les joueurs trop longtemps, suffisamment pour donner beaucoup de chiffre d'affaires. Et en général, sur un petit concept comme ça, le créateur va prendre 1 000 € ou quelques milliers, quoi. Par contre, si on commence à avoir des jeux qui ont une meilleure rétention, donc la rétention va avoir un impact assez grand sur le classement dans l'App Store ou dans le Play Store. Si on commence à taquiner les places du top 100 dans des pays comme les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine, pourquoi pas, mais c'est un autre marché, on peut espérer gagner 10 000 € assez facilement ou quelques dizaines de milliers. Si on atteint par contre le top 25 cette fois, là ça va être plutôt, c'est en jaune, on ne voit pas très bien, on est plus proche des 50 000, voire un peu plus, fourchette 50 000, 100 000, 150 000, dans des bons cas. Mais on peut aussi avoir des jeux qui se rapprochent beaucoup plus du top 5, qui sont dans le top 5, et eux, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros que le créateur va pouvoir récupérer. Ça peut varier également en fonction de la durée durant laquelle le jeu est présent dans ce top 5. Et enfin, le Graal de tous, c'est ce qu'on appelle les unicorns, les jeux qui restent top 1 quelques semaines ou plusieurs journées, qui reviennent, et ainsi de suite. Là, c'est le million garanti, c'est voire plus. Moi, j'ai des éditeurs qui sont prêts à proposer 5 millions pour certains jeux de ce type. Donc, ils prennent leur marge aussi dessus, ils ne sont pas à plaindre. Mais donc, il y a vraiment de l'argent à faire. L'industrie, elle est gigantesque. Les annonceurs sont prêts à payer de plus en plus cher. Donc, c'est en train de grossir. Les jeux ramènent de plus en plus d'argent. Voilà un petit peu pour ça. Ce n'est pas des chiffres exacts. Si vous faites un jeu top 50 demain, venez pas m'engueuler si vous ne faites pas ce chiffre d'affaires ou si vous en faites 2 fois plus. Vous ne viendrez peut-être pas m'engueuler dans ce cas-là, mais... Mais bon, du coup, je voulais juste terminer rapidement la présentation sur c'est mieux de se lancer tout seul et de tout mener de front. Parce que 90% des créateurs de jeux que j'ai rencontrés au début me tenaient ce discours. Et je pense que ça vient encore du fait d'avoir des croyances limitantes et des peurs de devoir toucher ou de déléguer une partie de sa création. Et tout mener de front, ça peut être dangereux. Donc je veux juste terminer là-dessus. Pourquoi c'est dangereux? Parce que l'éditeur, tout simplement, lui, c'est son métier, générer des téléchargements, il sait le faire. Nous, on ne sait pas le faire, on vient de passer 3 mois à développer un jeu. Quand on doit faire le lancement d'un jeu, on est un peu perdu, donc c'est aussi risqué. Bon, maintenant, si vous avez des forces en marketing, en communication et en stratégie de lancement, why not essayer? Mais c'est difficile. Les seuls qui arrivent à le faire, ils se comptent sur la poignée sur les doigts d'une main, et c'est assez rare, quoi. C'est un peu des coups de chance aussi parfois. Donc ça peut être risqué. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi, si jamais tu fais partie des chanceux qui arrivent à être dans ces 5-là par an, tant mieux, tu as 100% du gâteau en étant capable de générer des centaines ou des millions de téléchargements. Il y a de quoi faire des jolis revenus. Mais c'est très rare, encore une fois. Donc moi, je ne le conseille pas forcément, même si ce ticket gagnant, il donne envie. Moi, c'était mon rêve au départ quand je me suis lancé. J'ai abandonné l'édition très vite, je compte y revenir, mais c'est complètement dangereux de se lancer tout seul. C'est pas interdit, mais c'est dangereux, il faut bien se préparer, quoi.
Et pourquoi c'est dangereux? Parce que se lancer tout seul dans une industrie qui est gagnée en maturité, où il y a du monde qui s'installe, des finances qui arrivent, beaucoup d'argent en jeu, c'est un peu jouer à la roulette russe, c'est un peu miser sur la chance, jouer au loto. Moi, je ne monterai pas une boîte là-dessus, mais why not tenter? Et c'est également un peu espérer ou prier pour obtenir une mise en avant de la part d'Apple ou de Google. Ça s'appelle avoir une feature. Il y a plusieurs niveaux de feature, mais ça peut générer gratuitement, de manière organique, 50 000, 100 000, 200, 500, 1 million de téléchargements. Donc ça peut permettre de gagner de l'argent. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont mis en avant par Apple. C'est ça le problème, c'est qu'il y a, les chiffres ne sont pas récents, ils ont 2 ans. Il y avait 7000 jeux mis en ligne. App, j'ai marqué app, mais c'était les jeux, donc ça fait beaucoup. Et ils en mettent que 10 en avant par semaine. Et certaines semaines, un seul. Je me rappelle à Noël, il y a peut-être un an et demi, un peu plus d'un an, un an et demi, le Noël d'avant, c'était Mario Run, c'était le seul à être mis en avant. Donc si on tombe sur cette semaine-là, on peut oublier complètement la rentabilité de son projet si on a misé que là-dessus, quoi. Donc pas simple, dangereux. Moi, je ne conseille pas aux créateurs indépendants de se lancer tout seul. Je préférais leur conseiller d'éviter ça. Et du coup, pour réussir tout seul, il y a quand même des choses qu'on peut mettre en place, mais il faut y aller avec vraiment beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur dans les process. Donc il faudrait peut-être avoir déjà fait ça par passion un petit peu avant ou à tâtons, avant de vouloir vraiment se lancer tout seul. Sinon, c'est un peu foncer droit dans le mur. Il faut avoir une force de frappe importante en termes de volume de téléchargement. Donc si on ne sait pas faire de l'acquisition ou qu'on n'a pas les moyens de le faire, ou le réseau pour pouvoir le faire, compliqué. Et il faut être capable d'avoir un budget marketing pour pouvoir tester ses coûts d'acquisition, les minimiser et les rentabiliser avec la rétention ou le chiffre d'affaires qu'on pourra faire sur notre jeu. Mais c'est vraiment un métier à part entière. C'est pas simple du tout, il faut bien connaître l'industrie, pourquoi pas avoir pas mal de réseaux aussi avec les bonnes régies publicitaires pour négocier des bons coûts. C'est pas simple du tout, clairement pas. Donc il faut peut-être une bonne équipe derrière aussi, tout seul ça devient compliqué. Il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est très dur. Et donc ça, c'est le sujet d'une autre conférence que j'avais animée dans un autre meet-up, jeux vidéo création. J'ai la vidéo en replay, donc si vous voulez, je vous laisse un lien, vous pourrez aussi aller télécharger cette vidéo, quand elle sera prête. Je n'ai pas encore récupéré le replay, il doit arriver très vite. C'était le sujet sur comment créer rapidement un jeu cohérent avec les tendances actuelles du marché, qui évolue très vite, hein, tous les 3 mois ça évolue. Maximiser son potentiel retour sur investissement et minimiser les risques financiers. En gros, l'idée, c'était de ne pas avoir à débourser d'argent pour tester le potentiel de son jeu, être capable d'avoir des analyses factuelles sur la rentabilité hypothétique future du jeu, et donc de ne pas investir trop de temps dans la création d'un jeu qui ne sera pas rentable. En gros, nous, aujourd'hui, on fait un prototype de jeu qui est testable sur le marché, qui peut être accepté par un éditeur pour des contrats à centaines de milliers, en 5 jours. On arrive à prototyper en une journée certains petits concepts qui arrivent à faire des meilleurs résultats que des concepts faits en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Tout simplement parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel dès le départ, et c'est là où ça devient intéressant de pouvoir avoir un petit budget pour tester rapidement, dès les premières bribes de développement du gameplay, ce que ça peut donner. Donc voilà, je vous laisse le lien, vous pouvez me laisser votre mail dessus, je vous le renverrai. Normalement, il est accessible ici. Voilà, j'ai terminé pour ma part. J'ai d'autres slides en stock ou d'autres présentations aussi si vous avez des questions. Il y a des annexes dans tous les sens. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci. Quel niveau de finition il faut atteindre dans le jeu avant de le présenter à un éditeur? Est-ce que c'est juste un gameplay? Est-ce que c'est un level complet? Je dirais que sans avoir eu de relation avec eux avant, il faut amener un jeu quand même un peu fini, polish, visuellement même si le visuel n'a pas d'impact quasiment sur le gameplay ou la rétention. Si tu as un peu de relation avec eux, le gameplay suffit. C'est pour ça que nous, on fait un développeur, une journée, un proto, on envoie à l'éditeur, et l'éditeur, on réfléchit un peu 2-3 secondes avec lui sur le potentiel du jeu. On va un peu plus loin, on fait des tests. L'éditeur, ce qui est cool, c'est que c'est lui qui finance les tests, moi je dépense rien. Et voilà. Mais si tu ne le connais pas, il faut passer par quelqu'un qui peut le connaître, qui peut te mettre en relation, ça aide beaucoup. Moi j'ai fait ça aussi. Et sinon, apporte un peu de finition, monte ton savoir-faire quand même. Il ne faut pas se tirer une balle dans le pied tout seul, quoi. On n'est pas obligé d'avoir fini le jeu. Ah non, clairement pas. Au contraire d'ailleurs même. Alors, ça dépend, mais sur le marché des hyper casual games en particulier, il vaut mieux montrer du simple. Ils sont conscients qu'ils vont faire beaucoup d'argent sur un volume de téléchargement très grand. Et ils veulent des joueurs. La majorité des joueurs qui sont capables de générer cette taille d'audience sont des joueurs occasionnels. Ce n'est pas des hardcore gamers. Donc il faut de l'intuitif, il faut du facile. Et ça, tu peux le voir sur un concept de base. Tu peux mettre des cubes et des sphères. Si ton gameplay a l'air fun avec ça, tu peux être sûr que si tu l'habilles, tu as des chances qu'ils soient encore meilleurs. Donc un éditeur sera tout à fait capable de le comprendre, ça. Du coup, il y a une notion d'avance
Non, j'en connais une quinzaine. Je ne connais pas tous les éditeurs, mais sur les 15 avec qui j'échange, il n'y a aucun à ce système-là. Ils acceptent le jeu, après ils le publient, on sera rétribué. C'est ça, sur la durée du contrat signé, donc en général 24 mois. Puis tous les mois, il va générer tel volume de chiffre d'affaires. En général, c'est un partage sur les bénéfices nets. Enfin, c'est même pas en général de ce que je sais, c'est les bénéfices nets. C'est-à-dire qu'ils vont enlever leur budget marketing de publicité. Et ils partagent à 50-50, souvent. Ah, bah c'est 50-50 sur les bénéfices nets, c'est pas 50-50 sur le CA. C'est-à-dire bah ça dépend du résultat du jeu, clairement. Et on sait jamais trop. C'est très variable parce que ça dépend de son budget marketing. Il y a des éditeurs qui, pour générer 2 millions de chiffre d'affaires, vont mettre 500 000 euros dans la pub. Donc on se partage 1,5 million. Mais il y en a d'autres qui seront capables de faire ces 2 millions de chiffre d'affaires en ayant mis que 100 000. Donc c'est tout à fait variable. Et chacun a leur technique. Il y a des éditeurs, ils ont, je sais pas, 25 millions de followers sur les réseaux sociaux. Du coup, quand ils font 2-3 posts pendant une semaine sur un jeu, ils ne payent pas cette acquisition. Maintenant, certains la facturent d'une manière indirecte après pour le créateur, entre guillemets. Ça fait partie de leur budget marketing. C'est leur force de frappe, c'est leur force en soi. Avoir 20 millions de followers sur une page, c'est un métier, quoi. Donc c'est pas simple à faire. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça peut être frustrant le côté d'être gagné qu'un pourcentage du net. En vrai, c'est plus du 50-50. C'est 50-50 sur les bénéfices nets, ouais, réellement. Mais bon, si toi, tu avais dû faire même ne serait-ce qu'1% de ce volume de téléchargement, tu aurais dû mettre cet argent dans la pub pour pouvoir générer. Et tu aurais fait moins de rentabilité de toute façon avec ce volume d'acquisition. Donc bon, c'est le deal de l'industrie, c'est le jeu. Ouais. Certains éditeurs très rares proposent du 70-30, donc ils laissent que 30% de bénéfices nets aux créateurs. Je ne connais aucun qui a accepté de signer avec ces gens-là, ou pas beaucoup. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un dans mon entourage. Donc ça fait, mais la majorité c'est du 50-50. Il y a un contrat que je connais dans l'industrie, que j'ai signé, donc je ne rentrerai pas dans les détails, qui propose du fixe. Eux, c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire que sur leur système, quand ils acceptent le jeu, ils donnent déjà un billet. Ils testent le jeu pendant 2 mois réellement en ligne, c'est un vrai lancement. Si au bout de cette durée, 2, 3 mois, ça peut varier des éditeurs, s'ils le valident, là, ils garantissent un paiement mensuel pendant 10 mois qui est en centaines de milliers, quoi. Donc ça peut être intéressant. Par contre, si le jeu n'est pas accepté à l'issue de cette période de test réel sur le marché, ils vont dire ok, on repasse en contrat classique, je te file 50% des bénéfices nets générés sur cette période. Et éventuellement on continue comme ça, ou alors reprends ton jeu, moi j'en veux pas, on a testé, ça m'intéresse pas. Voilà un peu comment fonctionnent aujourd'hui les gros éditeurs. Les petits, ils accueillent tout le monde bras ouverts, hein, ils ont envie. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais. Ok. Oui. Oh, vous êtes deux. Du coup, en termes de monétisation, c'est quoi? C'est du in-app Alors, sur le marché des hyper casual games, donc les jeux les plus basiques, qui ont souvent du one touch, l'impact sur le chiffre d'affaires va être beaucoup plus lié à la publicité qu'aux achats intégrés. Sur le marché asiatique, c'est très différent, donc je vais me rester sur le marché occidental. Il y a environ 2% des joueurs qui passent à l'acte d'achat dans un jeu. Donc ça fait très faible. Maintenant, il y a des jeux qui sont quand même capables de rentabiliser des joueurs mobiles à près de 10$ par installation. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est costaud. Non, majoritairement, c'est la pub. Mais même avec de la pub, l'éditeur est capable de donner des centaines de milliers, voire millions, si ton jeu fait partie des top 10 mondiaux, quoi. Enfin, top 10 US. Qui dépensent fort. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Sur mobile, on voit souvent dans les jeux des achats intégrés à 90 balles hein, pour un jeu mobile, quoi. Mais il y en a qui. Ça s'appelle des baleines. On appelle ça des baleines dans l'industrie. Ça fait partie des 0,1% de joueurs qui, eux, sont prêts à balancer beaucoup, quoi. Plutôt sur iOS que sur Android, d'accord. D'ailleurs. Ça joue un petit peu, mais c'est. Je sais pas, je prends l'exemple d'un mois passé sur un test d'un jeu. Il a dû faire, 2000 € via la publicité. Et il a dû faire 40 € via les achats intégrés, quoi. Sur un mois. Donc c'est pas violent. Tu avais une question aussi, oui? Est-ce que tu sais que dans l'industrie des jeux vidéo, donc tu es passé à l'édition, Ouais. est-ce que tu sais c'est quelque chose qui se passe aussi pour les applications plus classiques? Je ne saurais pas te dire, je ne veux pas me tromper. J'ai pas l'impression. Moi, je connais pas trop d'éditeurs d'app, de services. En général, c'est plutôt les boîtes en interne qui se disent ok, on a une app qu'on veut vraiment booster, on met en place une stratégie. Mais je peux me tromper. Là, je voudrais pas trop m'avancer, je ne connais pas trop. Oui. Il se passe quoi après les 24 mois? Après les 24 mois, l'éditeur va te dire ok, on arrive à la fin du contrat, donc qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux reprendre ton jeu ou est-ce qu'on continue? Alors, en général, même s'il fait plus beaucoup d'argent parce que ça fait 2 ans qu'il est sorti,
il fera quand même plus d'argent que de toi le récupérer, de le remettre en ligne, et puis tu n'as pas envie de t'embêter, tu es déjà sur d'autres projets. Donc en général, tu le laisses, puis il continue à te donner quelques sous, hein. Moins qu'au lancement en général, mais il continue à en faire. Donc en général, on a tendance à les laisser aux éditeurs. Ouais. Et la techno utilisée, elle est importante ou pas, ou les éditeurs s'en fichent? La majorité des éditeurs vont attendre qu'on crée des jeux sur Unity. Tous ceux que je connais, moi, ils acceptent volontiers les jeux sur Unity. Natifs, non, très peu. Peut-être des spécifiques à iOS. Sur Android, j'en connais pas. Mais en natif, ils prennent moins. Je pense parce qu'ils ont tous créé leurs outils pour faire leur promotion et autres, la cross-promo entre les jeux de la même maison d'édition avec Unity, quoi, ou pour Unity. Donc je pense que ça les intéresse plus. Et peut-être qu'il y a plus de créateurs de jeux sur Unity aussi en général, donc ils ont targeté ce marché-là, quoi. Ils acceptent quand même, hein, des jeux venant de Buildbox ou d'autres outils comme ça qui sont aussi cross-platform. On peut faire du iOS ou de l'Android avec, mais c'est des outils qui permettent de faire des jeux sans coder. C'est juste ça l'aparté. Et donc ils acceptent quand même des jeux de créateurs non dev, mais rarement en natif. Oui. Est-ce qu'ils veulent forcément un déploiement sur les deux plateformes? Non. D'ailleurs, en général, moi, c'est simple, en 2 ans de relation avec plein d'éditeurs, on a dû aborder le mot Android 3 fois. Non, ils n'en ont rien à faire, tout simplement parce que statistiquement, à un volume de téléchargement égal, iOS va ramener 80% des chiffres d'affaires, 75, 80, donc c'est juste monstrueux. Donc, quoi qu'il arrive, ils mettent les jeux en priorité, en exclusivité sur iOS, et parfois, 1 mois, 2 mois après, ils vont dire « Ok, allez, on met la Android, puis on verra ce que ça donne ». C'est un peu ça l'idée. Pourquoi volume égal si c'est des pubs? Parce que les annonceurs ne sont pas prêts à mettre autant d'argent pour qu'un Android user clique sur une pub qu'un iOS user. Les mecs sur iOS sont censés avoir plus d'argent ou plus de capacité d'achat. Et du coup... Non, mais c'est statistique. Voilà, on compare. Alors, est-ce qu'il reste une petite question, si jamais il en a une? Sinon, je te laisse la place. On va s'arrêter là. Ouais, je pense. De toute façon, tu Allez. restes là pour la soirée. Oui, je suis là pour la soirée. On va juste arrêter Je te laisse faire pour